Oh bien, il est du coup 11h01, donc je vais vous proposer de commencer cet atelier qui est donc dédié à l'exploration des troubles du cycle et des hyperandrogénies. Alors forcément, le fait que ce soit en Zoom, c'est un petit peu plus compliqué pour faire de l'interaction. Donc j'ai prévu de faire un topo de synthèse vraiment en actualisant toutes les données concernant justement l'exploration des troubles du cycle, des hyperandrogénies et notamment en allant un petit peu plus loin dans les pièges auxquels on peut parfois être confronté sur des discordances entre l'échographie, le bilan hormonal, etc. Et on finira quand même par quelques petits cas cliniques. Et je vous demanderai du coup, si vous êtes d'accord, d'interagir avec moi en cliquant en bas de l'écran sur Q&R, qui est donc un système de chat où vous pourrez répondre aux questions de cas cliniques dont on parlera à la fin de ce topo. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Normalement, vous devez voir apparaître le diaporama. Alors, en effet, donc moi, je suis Geoffroy Robin, je suis gynécologue médical et maître de conférences des universités en médecine de la reproduction au CHU de Lille. Et donc, je m'occupe, entre autres, avec le professeur Cato Jonard, de l'unité fonctionnelle de gynécologie endocrinienne. Donc, c'est une unité d'hôpital de jour où les patientes qui ont des troubles du cycle sévères, des hyperandrogénies, viennent pour faire des bilans assez poussés. Et donc, voilà, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Alors, les troubles du cycle, ce sont des symptômes qui sont extrêmement fréquents et qui peuvent être très enquiquinants pour les femmes, que ce soit en dehors d'un désir de grossesse, le fait d'avoir des cycles très irréguliers, avec parfois même associé à des dysménorrhées fonctionnelles ou des ménorrhagies fonctionnelles. Et puis, c'est aussi embêtant lorsqu'il existe un désir d'enfant, puisque le trouble du cycle, c'est le maître symptôme de l'anovulation, c'est-à-dire de l'infertilité ovulatoire absolue. On a aussi les hyperandrogénies cliniques avec deux pathologies particulières dont on parlera beaucoup, qui sont le syndrome des ovaires polykystiques et les formes non classiques de déficit en 21-hydroxylase. Et finalement, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a énormément d'interactions. C'est pour ça que c'est toujours difficile de... On ne peut pas parler des troubles du cycle sans parler des hyperandrogénies et inversement, puisqu'il existe vraiment tout un groupe de pathologies qui peuvent donner les deux symptômes à la fois, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques. On évoquera ensemble très rapidement la notion de virilisation, même si ça, c'est vraiment de la pathologie endocrinologique pure et dure qui nécessite des prises en charge particulières, puisque c'est quasiment toujours associé à des tumeurs ovariennes ou surrénaliennes. On a, ce que je vous disais, des causes communes et spécifiques, parfois des associations fortuites entre plusieurs pathologies, hein. Une femme peut avoir un syndrome des ovaires polykystiques et un bloc en 21-hydroxylase. Elle peut avoir un SOPK et une hyperprolactinémie. Et parfois, comme ces troubles du cycle et ces hyperandrogénies sont fréquentes, on peut en effet les avoir de façon associée. Et c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout rarissime. Donc finalement, ce bilan étiologique qu'on va voir aujourd'hui, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il permettra d'orienter la prise en charge. Et en effet, une anovulation centrale ne se prend absolument pas en charge de la même façon qu'une anovulation par un syndrome d'ovaire polykystique ou secondaire, malheureusement, à une insuffisance ovarienne prématurée. Alors, on va commencer par parler en effet des troubles de l'ovulation. Dans le groupe des dysovulations, on va regrouper deux types de troubles. Le trouble ovulatoire le plus sévère qui est l'anovulation, qui, comme son nom l'indique, est une absence d'ovulation qui est secondaire le plus souvent à un défaut de recrutement folliculaire cyclique. Et puis, vous avez la dysovulation stricto sensu, qui est une ovulation entre guillemets de mauvaise qualité, c'est-à-dire l'ovulation qui se fait tardivement sur une phase souvent sur des cycles un petit peu longs, avec un corps jaune qui est de mauvaise qualité et qui ne sécrète pas suffisamment de progestérone. Ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on regarde les causes d'infertilité, c'est le petit camembert qui est sur cette diapositive, eh bien, vous allez avoir 40% des infertilités féminines qui sont des troubles de l'ovulation. Dans une démarche d'infertilité, c'est quelque chose qui est vraiment absolument essentiel. Alors, quand est-ce qu'on va penser à un trouble de l'ovulation? On va y penser devant des troubles du cycle. Devant des troubles du cycle, dès que les cycles
dure plus de 35 jours, chez une femme, hein, on ne parle pas de la période péri-pubertaire, c'est vraiment chez une femme en période d'activité génitale. Si les cycles durent plus de 35 jours, même s'ils sont réguliers, il y a un trouble de l'ovulation. Donc les cycles longs, de 35 à 45 jours, hein, il y a des patientes qui sont réglées comme des pendules toutes les 40 jours. Elles pensent que c'est normal parce que c'est régulier. Non, à partir du moment où c'est trop long, c'est embêtant. Les spanioménorrhées, donc quand on est à plus de 45 jours, et les aménorrhées, bien sûr, sont vraiment les signes qui doivent faire évoquer un trouble de l'ovulation. À ce trouble de l'ovulation peut être associé un certain nombre de signes cliniques particuliers. Donc, il faut rechercher des signes de carence en oestrogène, des signes d'excès d'androgène, une éventuelle galactorée qui est associée dans les hyperprolactinémies. Et ensuite, vous avez des situations un petit peu plus, on va dire, entre deux. Ce sont les patientes qui ont des cycles réguliers, mais courts. Alors là, dès que les cycles sont de moins de 26 jours, le plus souvent, c'est une phase folliculaire qui est très raccourcie. Il y a une dysovulation associée très fréquente, qui est modérée, mais qui est quand même très fréquente. Et quand on a des cycles de durée normale, eh bien, de toute façon, il faut quand même explorer dans le contexte d'infertilité la fonction ovulatoire, et on va voir comment tout à l'heure. Alors cette fonction ovulatoire, comment est-ce qu'on va pouvoir l'évaluer? Ce n'est pas en repérant cette période très courte du pic de gonadotrophine, c'est surtout en évaluant éventuellement la phase lutéale, puisqu'il ne peut pas y avoir de phase lutéale dans un cycle s'il n'y a pas eu d'ovulation. Et donc, en effet, la SRM, donc la Société américaine de médecine de la reproduction, avait mis des guidelines sur l'évaluation de la phase lutéale. Ça reste quelque chose qui n'est absolument pas simple à faire en pratique clinique pour plusieurs raisons. Première raison, c'est celle qui est ici, c'est qu'on va avoir une élévation de la progestérone qui va se faire dans les 6 à 8 jours après l'ovulation, où on va avoir, donc l'élévation se fait progressivement, et 6 à 8 jours, c'est là qu'on va avoir le taux maximum théorique de progestérone sécrétée. Mais le problème, c'est que la progestérone, elle est sécrétée sous l'effet de la LH, qui est sécrétée de manière pulsatile. Et en réalité, quand on regarde les courbes de progestérone à visée didactique, on a l'impression qu'il y a une espèce de plateau. En réalité, c'est vraiment une fluctuation qui est assez pulsatile, ce qui veut dire que quand on fait un dosage de progestérone en phase lutéale, s'il est élevé, c'est très rassurant. S'il est bas, il faut parfois être amené à le recontrôler sur un cycle suivant pour s'assurer qu'on n'était pas dans un creux de la vague lié à la pulsatilité de sécrétion de la progestérone. Alors, comment est-ce qu'on peut attester chez une femme qui a des cycles réguliers pour être sûr qu'elle ovule de façon satisfaisante? Il y a plusieurs choses qui ont été utilisées. Alors, la première, c'est la vieille courbe de température. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aujourd'hui abandonner. Pourquoi? Parce que cet examen est extrêmement contraignant. Si on veut avoir un résultat fiable, il faut prendre la température tous les jours à la même heure. Il ne faut pas s'être levé dans les 2 heures qui précèdent, et c'est le matin. Donc, c'est très contraignant pour quelqu'un qui se lève très tôt en semaine, de mettre son réveil le week-end pour reprendre la température pile à la même heure, c'est embêtant. Si on veut une mesure fiable, il faut utiliser le thermomètre rectal. Bref, c'est un peu l'enfer, et surtout, l'interprétation est très délicate. C'est-à-dire que si vous avez des patientes qui, par exemple, font des alternances jour-nuit comme des sages-femmes ou des infirmières ou même des médecins qui font encore beaucoup de garde, vous allez avoir une rupture complète de cette courbe ménothermique qui est ininterprétable. Par ailleurs, il a été montré que dans 10% des cas où la courbe ménothermique semble satisfaisante, en réalité, il n'y a pas eu d'ovulation. Dans plus de 10% des cas où la courbe est plate, la patiente a néanmoins normalement ovulé. Et pareil, on peut avoir des patientes qui ont des courbes complètement, bonjour Joël, qui ont des courbes complètement ininterprétables et qui pourtant ont ovulé parfaitement normalement. Deuxième type d'examen, c'est la biopsie d'endomètre en phase lutéale. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a absolument pas d'intérêt et qui a été aujourd'hui complètement battu en brèche. C'est un examen qui reste quand même assez invasif et douloureux. Euh, et aujourd'hui, on sait que pour évaluer la qualité de la phase lutéale, il faudrait pouvoir faire une datation, c'est-à-dire qu'il faut que votre endomètre corresponde bien à un J20, J22, J24. Et là, pour évaluer ces critères, eh bien, il existe une très mauvaise reproductibilité inter- et intra-observateur chez les anatomopathologistes. Du coup, ça n'est absolument pas intéressant pour évaluer la qualité du corps jaune. Alors, certains proposent des monitorages en cycle spontané. Donc, l'idée, c'est de faire une écho à J12 pour vérifier qu'il y a un follicule dominant et puis une écho vers J20
pour vérifier que ce follicule dominant s'est transformé en corps jaune. Alors ça, c'est en effet extrêmement intéressant, sauf qu'on ne va pas pouvoir évaluer la qualité de ce corps jaune. Et donc finalement, l'examen qui reste aujourd'hui le plus intéressant, c'est quand même le dosage de la progestérone en phase lutéale. Donc chez une femme qui a des cycles relativement réguliers ou de durée normale, on va lui demander environ une bonne semaine avant les règles, 8 jours avant les règles, de faire un dosage de progestérone. Il n'y a pas besoin d'être à jeun pour ce dosage. Et là, on va regarder le résultat. Si la progestérone est supérieure à 5, on affirme l'ovulation. Si la progestérone est supérieure à 10, on peut même dire que c'est un corps jaune de bonne qualité, même si ça reste quelque chose d'assez controversé. Pour des progestérones intermédiaires, entre 1,5 et 5 en général, c'est intéressant de recontrôler sur un deuxième cycle, le cycle suivant, pour vérifier qu'on ait un taux relativement satisfaisant. Alors, ce que dit l'ASRM, c'est que finalement, aujourd'hui, les méthodes d'évaluation de la phase lutéale, elles permettent surtout de dire s'il y a ou pas eu ovulation. Et comme vous l'avez vu, c'est très difficile d'évaluer de façon très spécifique l'activité du corps jaune. C'est-à-dire qu'en effet, si vous avez une progestérone élevée, la valeur prédictive est excellente, positive, et on peut dire que le corps jaune est bon. Par contre, une progestérone un petit peu plus basse, hein, par exemple entre 3 et 5, si ça se trouve, l'ovulation est bonne, de bonne qualité, avec une bonne phase lutéale, mais on est juste dans un creux de la vague en termes de pulsatilité de sécrétion de la progestérone. Par contre, ce qui est très important, et c'est ce qui est mis en exergue dans ces recommandations, c'est qu'il faut surtout se fier finalement au terrain. Et donc, en effet, on sait qu'une femme qui a une prolactine élevée, confortable, même modérément confortable, va avoir une insuffisance lutéale, et que cette prolactinémie modérée, même si parfois elle n'est pas anti-ovulatoire, en tout cas, elle a un impact sur la qualité du corps jaune. Un allaitement prolongé, l'insuffisance rénale, les greffées rénales ont également un peu plus de risque d'insuffisance lutéale. L'utilisation d'opiacés, que ce soit à visée de conduite toxicomaniaque ou dans le cadre des sevrages, par exemple avec le Subutex, il a été montré qu'on a des troubles de la pulsatilité de la GnRH qui peuvent en effet induire des dysovulations et des insuffisances lutéales, les dysthyroïdies non traitées, l'obésité, on en a parlé hier dans la session plénière, a un impact également sur l'axe gonadotrope, le vieillissement ovarien, l'insuffisance lutéale est un des signes pathognomoniques, je dirais, de la périménopause, les hypogonadismes, hypogonadotropes de toutes sortes, on en parlera tout à l'heure, et enfin les patientes qui ont un SOPK avec des cycles a priori ovulatoires. Donc, ensuite, une fois qu'on a parlé de cette évaluation de l'ovulation, on va revoir ensemble la classification physiopathologique des anovulations. Donc, il faut être très logique, c'est-à-dire vous connaissez tous la régulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien qui est, on va dire, la clé qui permet le recrutement folliculaire cyclique mensuel et la cyclicité régulière des cycles chez la femme. Eh bien, on sait qu'on va avoir plusieurs niveaux d'atteinte possibles et que, en effet, si on a une atteinte périphérique, par exemple, avec une atteinte du pool de follicules primordiaux, il n'y a plus assez de follicules dans les ovaires, ce sont les insuffisances ovariennes prématurées. Et quand, en effet, il y a une déplétion trop importante de la réserve ovarienne, il n'y a plus assez de follicules qui peuvent entrer en croissance, et donc les patientes ne vont plus avoir de recrutement folliculaire cyclique. Ensuite, on a le défaut de contrôle de l'ovaire. Donc ça, ce sont les déficits gonadotropes ou hypogonadisme hypogonadotrope, qui peuvent être soit d'origine hypothalamique ou d'origine hypophysaire. Et dans ce groupe-là, on parlera tout à l'heure des hyperprolactinémies. Et puis enfin, vous avez le trouble de la folliculogénèse. Donc, c'est des patientes qui ont un stock de follicules, qui ont un axe gonadotrope qui est relativement fonctionnel. Et malgré ça, il n'y a pas de recrutement folliculaire cyclique parce qu'il existe, en effet, un trouble de la régulation de la folliculogénèse. Et l'exemple le plus fréquent, ça reste le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, ce syndrome des ovaires polykystiques, le professeur Dewailly a fait une conférence dans la session plénière hier en disant qu'aujourd'hui, ce qui reste de mise, ce sont ce qu'on appelle les critères dits de Rotterdam. Les critères de Rotterdam de 2003, un peu actualisés par le groupe d'experts d'Elenatide, nous dit que pour parler de syndrome des ovaires polykystiques, eh bien, il va falloir qu'on ait 2 critères parmi les 3 suivants. La présence d'une oligoanovulation, donc un trouble du cycle, on a dit tout à l'heure, ou une patiente qui a des cycles réguliers avec des progestérones toujours très basses. La présence d'une hyperandrogénie qui peut être clinique et ou biologique. Hein, on va revoir un peu tous ces signes tout à l'heure. Mais ce qui est important de savoir dans ce critère hyperandrogénie clinique et ou biologique, c'est qu'il existe des femmes
qui ont un excès d'androgène ovarien et qui n'ont pas d'hirsutisme et pas d'acné. D'où l'importance de toujours évaluer les androgènes dans le bilan des troubles de l'ovulation. Et enfin, les ovaires polymicrokystiques échographiques, ce qu'on appelle le PCOM, pour Polycystic Ovarian Morphology. Et ça, c'est la présence d'ovaires volumineux qui mesurent au moins 10 millilitres et qui ont un aspect multifolliculaire. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on appelle l'aspect multifolliculaire. Ce qui est très important, et c'est comme ça que nous, on base vraiment notre stratégie d'exploration des troubles du cycle, c'est que tous ces signes, un trouble de l'ovulation, une touche d'hyperandrogénie clinique ou biologique, un OPK échographique, ce sont des choses qui sont assez fréquentes. Mais c'est fonctionnel. Et donc, ce qu'il faut surtout, c'est pour pouvoir appliquer ces critères et dire qu'une femme a un SOPK, il faut avoir exclu toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie. Et ça, c'est ce qui avait été mis en exergue dans le consensus de Rotterdam et dans la classification, les recommandations internationales de l'ECHRE 2018. Et ça, c'est vraiment le truc qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si vous avez une femme qui a des poils, des cycles irréguliers, que vous avez une écho qui monte plein de follicules, vous ne pouvez pas dire que c'est un SOPK tant que vous n'avez pas exclu les déficits gonadotropes, dont les hyperprolactinémies, le bloc en 21 hydroxylase, un syndrome de Cushing, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, le test au progestatif reste un des traitements, c'est un test qui est assez intéressant, qui a une certaine valeur d'orientation. Et en fait, ce test, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, une femme qui a des troubles du cycle, il va falloir qu'on planifie son bilan. Le principe, c'est de mimer en fait un corps jaune. On va mimer, donc c'est une patiente qui a des cycles très irréguliers. On se dit qu'elle ovule pas, qu'elle n'a pas de corps jaune. Et donc, ce qu'on va voir, c'est on va tester si ce trouble du cycle, il est associé à un défaut de sécrétion d'œstrogène ou pas. Et en effet, la progestérone ou le dufaston, la dihydrogestérone, ne peuvent agir sur l'endomètre et induire une transformation sécrétoire de l'endomètre que si l'endomètre il a été préalablement imprégné par des œstrogènes. Donc en pratique, quand vous allez donner votre dufaston pendant une dizaine de jours, si à l'arrêt du dufaston il y a des règles, c'est que l'endomètre a répondu au progestatif et donc a été préimprégné en œstrogène. Et donc on est dans ce qu'on appelle les anovulations dites normo-œstrogéniques, c'est-à-dire essentiellement le SOPK. En revanche, quand un test à la dihydrogestérone est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'imprégnation en œstrogène préalable, et donc ça peut être, en général, soit un déficit gonadotrope, donc un défaut de stimulation de l'ovaire parce que l'axe gonadotrope est bloqué, soit un ovaire qui est épuisé, une insuffisance ovarienne prématurée. Et ça peut être aussi dans les aménorrhées primaires des anomalies anatomiques. Alors c'est un test qui est intéressant, mais il y a une publication récente dans Fertile Stérile qui a quand même dit, et ça c'est vrai, et on en voit, que c'est une valeur d'orientation qui est assez modérée. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de femmes qui ont des déficits gonadotropes qui ne sont pas profonds, qui vont quand même avoir un test au progestatif qui va être positif, c'est-à-dire qu'elles vont saigner, mais en général, c'est un saignement de très faible abondance. Et vous avez des femmes qui ont des SOPK qui ne répondent pas parfois au test au progestatif. Donc, ça veut dire en effet que ce test a une petite valeur d'orientation. Ça va rentrer dans le faisceau d'arguments dans l'exploration des troubles du cycle, mais il n'est pas formel dans son orientation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une hyperandrogénie? Donc, une hyperandrogénie, c'est un excès d'androgène, par définition. Alors, chez l'homme, il n'y a pas vraiment d'excès d'androgène chez l'homme, sauf quand il se dope à la testo. Chez la femme, par contre, on sait qu'elle sécrète des androgènes grâce à la fois à la glande surrénale, la zone réticulée de la glande cortico-surrénale et grâce aux ovaires, mais que ces taux d'androgène restent, heureusement pour la plupart des femmes, très bas, ou en tout cas suffisamment bas pour ne pas induire de symptômes désagréables. Alors, dans ces symptômes désagréables, donc ce qu'on appelle l'hyperandrogénie clinique, de quoi parle-t-on? Alors, vous avez la séborrhée. La séborrhée, en effet, on sait que l'excès de sébum, c'est un des marqueurs de l'hyperandrogénie, mais on peut avoir une séborrhée sans avoir d'hyperandrogénie. L'acné, pour qu'elle soit considérée comme potentiellement liée à une hyperandrogénie clinique, il faut qu'elle soit sévère, ça c'est important, ce n'est pas 3 petits boutons par-ci par-là, sévère et sur au moins 2 zones du corps. C'est-à-dire que l'acné du visage, qui peut être sévère chez une adolescente et qui est isolée au visage ou au décolleté, juste une seule zone, ce n'est pas une hyperandrogénie. S'il y a 2 zones, là par contre, il faut rechercher une hyperandrogénie. L'hirsutisme,
Donc l'hirsutisme, c'est donc une pilosité qui est faite de poils durs et pigmentés, développés dans des territoires masculins. Donc ça, c'est important, hein. Il y a des femmes parfois qui vous disent: «Ah voilà, sur l'avant-bras, j'ai plein de poils». L'avant-bras, c'est, une zone où la pilosité est ambosexuelle, c'est-à-dire présente dans les 2 sexes. Donc là, c'est absolument pas, anormal d'avoir une pis enfin, c'est une autre pathologie qui est plus d'ordre esthétique, mais c'est pas anormal. Par contre, qu'une femme ait des poils, au niveau du visage, sur la ligne médiane, autour des tétons, ça, ce sont des zones où normalement il n'y a pas censé avoir de croissance folliculaire, au niveau du follicule pilosébacé, pardon. Et donc souvent, ça, c'est une conséquence des hyperandrogénies cliniques. Alors, pour évaluer cette hyperandrogénie clinique, vous avez ce qu'on appelle le score modifié de Ferryman et Gallwey. Le principe, c'est de coter la densité pileuse dans toutes les zones où vous avez éventuellement une pousse de poils qui est androgéno-dépendante. S'il n'y a aucun poil, c'est 0. S'il y en a un tout petit peu, c'est 1, et ainsi de suite. Et on cote de 0 à 4 chacune de ces zones. Ça, c'est important. Alors attention, quand vous faites ça, moi je le fais en consulte, hein, je mets sur Google Images, je mets le score et je demande à la femme de le faire elle-même. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'évaluer déjà son vécu par rapport à cet hirsutisme. Ça, c'est très important dans le choix des traitements. Et deuxièmement, un autre élément qui est très important, c'est de pouvoir évaluer un peu plus concrètement cet hirsutisme parce que souvent les femmes viennent vous voir, elles se sont rasées ou épilées et donc on ne voit pas bien, notamment surtout quand elles se sont épilées. Et donc du coup, leur dire voilà, si vous ne vous épilez pas, quelle peut être finalement cette densité pileuse à tel ou tel endroit. Donc elle le score elle-même et le score, on sait, va être différent selon les ethnies, selon les régions du monde. Par exemple, en Asie, il y a Asie du Sud-Est, Extrême-Orient, il y a moins l'hirsutisme est quelque chose de plus difficile. Donc, dès qu'on est sur un score qui est à plus de 3-4, c'est pas normal. Pour ce qui est, on va dire, de l'Europe caucasienne, nous, par exemple, notre seuil, on a considéré, en accord avec ces recommandations qui avaient été pilotées par Escobar Moréalé, et on dit que le score est pathologique, nous, quand on est strictement supérieur à 6. Voilà, dès qu'on est, vous voyez, ici, ils avaient dit 6 à 8, donc nous, on a fixé à 7. Au moins 7, là, on considère qu'il y a un hirsutisme qui est significatif et qui est très probablement secondaire peut-être à une hyperandrogénie. Le dernier symptôme d'hyperandrogénie clinique classique, c'est l'alopécie qui est dite androgénogénétique. C'est une alopécie qui va donc toucher essentiellement le vertex et qui, vous voyez, s'étale de façon globale sur l'ensemble du vertex. Donc, une femme qui perd des cheveux en périphérie du cuir chevelu, ça, ce n'est pas une alopécie qui est liée aux androgènes. Par contre, quand ça part vraiment au niveau du vertex, et qu'on voit vraiment même d'ailleurs la voûte crânienne qui se dégage, le cuir chevelu, bien là, ça, c'est vraiment beaucoup plus caractéristique d'une hyperandrogénie clinique. Alors, les hyperandrogénies cliniques, quelles en sont les principales causes? Alors, vous avez plusieurs causes possibles. Donc ça, c'était toujours dans la revue d'Escobar-Moréalé. Le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une des causes, qui est la cause la plus fréquente d'hyperandrogénie. Vous avez ce qu'on appelle les hyperandrogénies idiopathiques. Donc là, ce sont des femmes qui ont des signes cliniques d'hyperandrogénie et qui ont en plus une élévation anormale d'un androgène. Ça peut être le SDHA, ça peut être la delta-4 androstendione, ça peut être la testostérone. Mais on n'a pas trouvé de cause endocrinienne à cette élévation de la testo ou du SDHA. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle les hyperandrogénies idiopathiques. Après, vous avez les hirsutismes idiopathiques. Donc les hirsutismes idiopathiques, donc là, ce sont des femmes qui ont un hirsutisme et dans le bilan, tous les androgènes sont dosés normaux. D'accord? Donc ça veut dire que c'est juste, il y a le signe clinique, mais il n'y a pas l'excès d'androgènes associé. Ensuite, vous avez les formes non classiques de bloc en 21 hydroxylase, ici. Et puis après, les cas beaucoup plus rares des tumeurs ovariennes et surrénaliennes. Donc vous voyez, hein, 71% des hyperandrogénies dans cette review étaient associées au syndrome des ovaires polykystiques, 15% aux hyperandrogénies biologiques idiopathiques, 10% aux hirsutismes idiopathiques, 3%
aux formes non classiques de bloc 21 hydroxylase. Alors, cette forme non classique de bloc 21 hydroxylase, la prévalence mondiale chez la femme serait d'autour de 4,2%. Alors, ça reste très probablement sous-évalué parce que ce n'est pas bien recherché, pas bien dépisté en pratique. Les signes cliniques d'hyperandrogénie sont relativement fréquents dans cette pathologie. 60 à 80% des femmes qui ont cette pathologie ont un hirsutisme, 30% ont une acné sévère et 2 à 8% vont avoir une alopécie. La dysovulation est assez fréquente puisqu'elle est présente chez presque la moitié des femmes qui ont une forme non classique de 21-hydroxylase, mais ça reste une dysovulation qui est modérée, avec quand même des ovulations spontanées qui sont de façon aléatoire de qualité suffisante, puisque en fait, toutes les données qu'on a, notamment c'était les données issues de la cohorte de la pitié salpêtrière, montrent qu'il y a des chances de conception spontanée qui restent tout à fait satisfaisantes dans ce groupe de patientes. Alors, ces patientes, en effet, c'est extrêmement important de les dépister. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir un suivi endocrinologique spécialisé, hein, ça c'est hyper important. Dans certaines situations, on va être amené donc à évaluer la surrénale. Si on voit que la surrénale a un aspect hypertrophié associé, on va être amené à donner des traitements freinateurs glucocorticoïdes. Chez ces femmes-là, notamment quand il va y avoir un désir d'enfant et il y a un risque de transmission peut-être d'une forme sévère à la descendance, donc il y a toute une stratégie de diagnostic anténatal qui va être proposée chez les femmes qui souffrent de cette pathologie. Et donc en effet, aujourd'hui, il est clair qu'il faut pouvoir les dépister pour leur proposer la prise en charge la plus adaptée. Et enfin, il ne faut pas oublier les syndromes de Cushing. Ces syndromes de Cushing, en fait, très souvent, on oublie de les classer dans les hyperandrogénies, mais c'est très fréquent de voir apparaître des signes d'hyperandrogénie de façon assez rapide, et parfois même avec des troubles du cycle, chez les patientes qui ont des syndromes de Cushing. Donc, il faut penser, notamment lorsqu'il existe un morphotype un peu androïde, à bien examiner les patients dans leur ensemble. Dès que vous voyez, vous savez, ce buffalo neck ou donc c'est ce cou un peu particulier qui va s'installer, c'est ce qu'on voit, vous voyez sur l'image en bas là, à droite, ou alors un comblement des creusus claviculaires, une érythrose faciale qui s'est installée sur les derniers mois, une fragilité cutanée capillaire, des vergetures abdominales qui ont, vous savez, ces caractéristiques d'être très larges, pourpres et parallèles. Hein, ça, c'est vraiment très, très évocateur de syndrome de Cushing. Quand vous voyez ça, surtout, il faut penser à dépister le syndrome de Cushing en faisant notamment, aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé, le cortisol lèbre urinaire des 24 heures associé à une créatininurie des 24 heures. Et puis enfin, il y a les formes très graves, donc ça, c'est des hyperandrogénies qui s'installent très vite et qui sont associées à ce qu'on appelle des signes de virilisation, qui peuvent être une clitoromégalie, de l'apparition des golfes frontaux, donc ça veut dire quand ça se dégarnit un petit peu comme chez certains hommes ici, au niveau latéral, au niveau du cuir chevelu, une rossité de la voix, une hypertrophie musculaire inhabituelle et la régression, une fente mammaire, une micromastie. Ce sont des choses qui doivent faire évoquer des signes de virilisation. Et là, clairement, il faut doser la testostérone totale, le SDHA, et aller très vite vers des explorations morphologiques à la recherche de tumeurs ovariennes ou surrénaliennes. Alors, dans ces anovulations hyperandrogénies, il va y avoir des pièges diagnostiques. Alors, en fait, premier piège diagnostique, ce sont les hyperandrogénies et qui peuvent être associées à d'autres troubles du cycle. Vous pouvez tout à fait avoir, en effet, des associations fortuites qui peuvent être nombreuses. Par exemple, d'une femme qui a une hyperandrogénie clinique et ou une anovulation, on se dit, tiens, ça sent le SOPK, mais elle peut tout à fait avoir une hyperprolactinémie avec un OPK échographique. Elle peut avoir une anovulation d'origine centrale avec des signes d'hyperandrogénie, un OPK échographique. Donc, vous avez beaucoup d'associations qui sont possibles. Et donc, surtout, c'est vraiment un petit peu le message du consensus de Rotterdam, c'est qu'il faut vraiment toujours être exhaustif dans le bilan pour pouvoir mettre en évidence ces associations fortuites de différents troubles, de causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie. Autre élément important, chez des patientes qui ont des hyperandrogénies et des cycles réguliers, eh bien, pareil, c'est des patientes qui ont peut-être un SOPK dans une forme dite ovulatoire, mais ça peut être aussi associé à un SOPK anovulatoire. Pareil, une femme qui a un bloc en 21 hydroxylase à révélation tardive, elle a une hyperandrogénie clinique, elle peut avoir des cycles réguliers, mais une dysovulation. Et donc, chez ces patientes-là, même si les cycles semblent réguliers de durée normale, il faut vraiment penser à doser la progestérone et évaluer la fonction ovulatoire chez ces patientes. Donc, en pratique,
Ce qui va être proposé dans l'exploration des troubles du cycle et notamment surtout des hyperandrogénies, ça va être d'évaluer l'importance des signes cliniques, de rechercher les signes de virilisation. S'il y a des signes de virilisation, clairement, il faut très vite adresser à des endocrinologues qui sont rompus à l'exploration des hyperandrogénies tumorales. Si par contre, il n'y a pas de virilisation, on part sur le bilan qu'on va détailler par la suite pour retrouver une de nos 4 causes, ici, d'hyperandrogénie classique. Alors, quel bilan on va proposer? Donc là, je vais vous montrer, c'est le bilan que nous, on fait en hôpital de jour chez toutes nos patientes. Donc, c'est un bilan qui se fait entre le 2e et le 5e jour d'un cycle spontané ou déclenché par une prise de Dufaston. Si le test au Dufaston est négatif, on va attendre au moins 10 jours après l'arrêt du Dufaston, vérifier qu'il n'y ait pas de règles spontanées, si la patiente avait miraculeusement ovulé sur ce cycle-là et qu'on s'était, entre guillemets, télescopé entre la prise du Dufaston et l'ovulation, eh bien, dans ces cas-là, on attend au moins 10 jours pour être sûr de ne pas être dans une ambiance lutéale dont l'évaluation est un petit peu plus difficile. Et donc, en effet, l'hormonologie, ça va être quoi? Ça va être doser l'œstradiol associé aux gonadotrophines, LH-FSH, puisque ça va permettre d'évaluer, on va dire, la qualité du rétrocontrôle entre l'axe gonadotrope et l'ovaire. On dose la prolactine, les androgènes ovariens, que sont la testostérone totale, la delta-4 androstendione, la 17-hydroxyprogestérone, on va le voir, pour rechercher un bloc en 21 hydroxylase. Quand il y a un hirsutisme, on dose aussi le SDHEA pour évaluer vraiment la zone réticulée de la surrénale. Et c'est vrai qu'il est souvent recommandé, puisqu'on voit beaucoup nos patientes en préconceptionnel, de rechercher une dysthyroïdie, voire même une TSH inférieure à 2,5 en préconceptionnel. Et nous, alors c'est vrai que on va voir tout à l'heure que l'AMH peut être extrêmement intéressante. Elle n'est pas officiellement recommandée, mais nous, c'est vrai qu'on la dose systématiquement puisque on a vraiment développé un dosage très reproductible. On a établi des seuils dans nos populations de référence. Et donc, c'est une aide très intéressante, complémentaire au comptage folliculaire. Et surtout, ce qu'on fait chez toutes nos patientes, sur le même cycle où elles font ce bilan, elles vont faire une échographie pelvienne. Et ça, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que cette échographie pelvienne, elle va vous permettre parfois d'interpréter des bilans qui sont un petit peu bizarres. Alors, le couple œstradiol-gonadotrophine, donc ça c'est hyper important, on regarde l'œstradiol, la LH, pour rechercher en effet ce qu'on appelle un hypogonadisme. Lorsque l'œstradiol est bas, on évoque un hypogonadisme, et cet hypogonadisme il peut être hypogonadotrope, donc dans ces cas-là, la LH et souvent la FSH peuvent être abaissées, ou un hypogonadisme hypergonadotrope. Là, du coup, on a un œstradiol bas et des gonadotrophines, LH et FSH, qui vont être défrénés. Le couple FSH-œstradiol est un des éléments d'évaluation de la réserve ovarienne. Et on sait qu'une élévation de la FSH ou de l'œstradiol à J3 est très péjorative puisqu'elle est associée en général à une insuffisance ovarienne débutante. Et puis aussi, ça permet d'avoir une idée sur l'imprégnation œstrogénique dans certaines formes de déficit gonadotrope partiel. Le dosage de la prolactine, donc il doit être systématique dans tous les troubles du cycle. Il se fait idéalement en conditions de repos et pendant très longtemps, vous savez, il fallait poser un cathéter, installer la patiente dans une salle au calme, il fallait plus ou moins être à jeun, etc. Tout ça, ça a été battu en brèche en 2006 par la conférence de consensus de la Société française d'endocrino. Et en gros, on ne pose plus de cathéter systématique, pas d'horaire particulier, c'est pas dépendant des repas, pas à une période particulière du cycle. D'ailleurs, ça peut être contrôlé à n'importe quel moment du cycle et pas besoin de faire de prélèvements successifs. Les cycles de la prolactine sont bien entendu complètement abandonnés. Cette prolactine, en général, le seuil de la plupart des labos avec les bons dosages, on est autour de 20 nanogrammes par ml. Quand on est inférieur à 20 nanogrammes par ml, c'est normal. Quand on est supérieur à 100 nanogrammes par ml, c'est même pas la peine de recontrôler, c'est qu'il y a une pathologie qu'il va falloir explorer. Et quand on est entre 20 et 100, en général, c'est là qu'il faut recontrôler une deuxième fois pour s'assurer que ce n'était pas une fausse hyperprolactinémie. Les androgènes ovariens, donc ça, nous, on les dose systématiquement, notamment que ce soit pour les troubles du cycle d'ailleurs ou les hirsutismes. Donc, c'est la testostérone totale et la delta-4 androstendione. Ils vont permettre de valider finalement l'item hyperandrogénie biologique si vous devez être amené à faire le diagnostic de SOPK. Et donc, il est aujourd'hui bien clair qu'il faut les demander
ce qu'avait dit d'ailleurs Monsieur Dewailly hier lors de son bilan, il faut le demander systématiquement, même en l'absence de signes cliniques d'hyperandrogénie, puisqu'il y a un certain nombre de femmes qui, en effet, ça peut paraître étonnant, ont des androgènes élevés et ne vont avoir aucun symptôme parce que, au niveau périphérique, il existe une certaine résistance naturelle aux androgènes. Et puis enfin, le DHAS, donc c'est un androgène surrénalien. Lui, par contre, on ne le dose que dans le cadre des hirsutismes ou des hyperandrogénies biologiques inexpliquées. Le dosage de la 17-hydroxyprogestérone, donc là, pareil, c'est essentiel, c'est ce qui avait été dit hier, hein, de le dépister dans tout bilan de troubles du cycle et d'hyperandrogénie. La 17-hydroxyprogestérone n'est pas stricto sensu un androgène. Cette 17-OHP, c'est le substrat de la 21-hydroxylase. Alors, je vous rappelle sur ce schéma un petit peu le déroulement de la stéroïdogénèse surrénalienne. Vous savez que la corticosurrénale est composée de 3 zones qui sont différentes sur le plan histologique et sur le plan de leur équipement enzymatique, la zone glomérulée, la zone fasciculée, la zone réticulée. La 21-hydroxylase, lorsqu'il existe, donc en fait, la stéroïdogénèse surrénalienne, elle permet à partir du cholestérol de fabriquer donc l'aldostérone au niveau de la zone glomérulée, le cortisol au niveau de la zone fasciculée et les androgènes surrénaliens au niveau de la zone réticulée. Je vous rappelle, la delta-4 androstendione, elle est synthétisée 50% par l'ovaire, 50% par la surrénale, c'est donc un androgène mixte. Et en effet, quand il y a un déficit en 21-hydroxylase dans une forme non classique, on va avoir la présence de l'enzyme 21-hydroxylase dans la zone glomérulée et la zone fasciculée, mais l'enzyme a une vitesse de catalyse qui est ralentie liée à la mutation. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir donc une accumulation des substrats de la 21-hydroxylase, puisque la catalyse est diminuée. Il y a une catalyse qui est suffisante pour avoir une imprégnation en cortisol et en aldostérone, et donc ces patientes n'ont pas d'insuffisance surrénalienne stricto sensu. Et on va avoir, par contre, une tendance à la déviation par les substrats de la 21-hydroxylase vers la voie de synthèse des androgènes surrénaliens. Et donc, en effet, la 17-hydroxyprogestérone est, vous avez vu, un peu au carrefour de cette stéroïdogénèse. Et donc, on va avoir, en effet, c'est un très bon marqueur du ralentissement de la vitesse de catalyse pour rechercher une mutation de la 21-hydroxylase. Alors, en effet, donc ça, c'était les recommandations de la conférence de consensus de l'Androgen Access Society qui avait été pilotée par Carmina et M. Dewailly il y a quelques années, qui avait bien mis en exergue l'importance de faire le dépistage de ces formes non classiques dans tous les bilans d'hyperandrogénie et de dysovulation. Et ce bilan, c'est quoi? C'est un dosage en base de la 17-hydroxyprogestérone. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal d'équipes qui disent qu'il faut faire le test au synactène de façon systématique. Dans cette conférence de consensus toute récente, 2017, ils ont clairement dit que le test au synactène n'était absolument pas recommandé d'emblée. Si vous avez un dosage en 17-hydroxyprogestérone en phase folliculaire précoce qui est inférieur à 2, on peut exclure le bloc en 21-hydroxylase. Si votre 17-hydroxyprogestérone est d'emblée supérieur à 10, le diagnostic de forme non classique de déficit en 21-hydroxylase est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de faire le test au synactène, vous envoyez directement votre patient en génétique pour le génotypage. En revanche, quand vous avez un taux qui est entre 2 et 10, c'est là qu'il faudra proposer secondairement un test au synactène. Donc, c'est une stimulation par l'ACTH de synthèse. Et là, si votre 17-OHP reste inférieur à 10, vous pouvez exclure le bloc en 21-hydroxylase de forme non classique. Si par contre, c'est supérieur à 10, vous faites votre diagnostic et vous envoyez au génotypage. Pour ce qui est de l'AMH, alors l'AMH, vous savez, c'est donc une glycoprotéine dérivée de la famille des TGF-bêta qui est synthétisée par le pool de follicules en croissance au cours du recrutement folliculaire initial. Et cette AMH, on sait qu'elle a deux effets physiologiques. Ce premier effet qui est d'inhiber l'entrée des follicules primordiaux en croissance, d'accord? Donc c'est un des gardiens, on va dire, du stock de follicules primordiaux. Et elle a un effet aussi d'inhibition de l'action de la FSH au niveau du recrutement folliculaire cyclique. Donc, il faut en effet un peu d'AMH. Dès qu'il va y avoir notamment un excès d'AMH dans l'ovaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir
une inhibition très importante de l'action de la FSH. Et cette inhibition locale de l'action de la FSH, elle va inhiber le recrutement folliculaire cyclique. Et c'est ce qui se passe très probablement, notamment dans le syndrome des ovaires polykystiques. Alors l'AMH, on dit que c'est un marqueur de la réserve ovarienne. Pourquoi ? Parce que en plus, c'est assez étonnant de dire ça, puisque la réserve ovarienne, c'est quoi? C'est le stock de follicules primordiaux, normalement, d'une femme. Or, on voit bien que l'AMH n'est pas sécrétée par les follicules primordiaux, mais par les follicules en croissance. Et donc, c'est parce qu'il a été mis en évidence par les anatomopathologistes une sorte de proportionnalité entre le pool de follicules en croissance et le stock de follicules primordiaux. Donc, on estime que s'il y a beaucoup de follicules en croissance qui sécrètent suffisamment d'AMH, ça veut dire qu'on a beaucoup de follicules primordiaux. Quand on a une AMH basse, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de follicules en croissance, parce que de toute façon, on n'a plus beaucoup de follicules primordiaux. Et c'est par ce, finalement, mécanisme d'extrapolation qu'on a dit que c'était un marqueur de la réserve ovarienne. Mais en réalité, c'est un peu un abus de langage, puisque la réserve ovarienne, c'est le stock de follicules primordiaux, et on va voir qu'on a des situations où, en fait, ce postulat ne se vérifie pas, c'est-à-dire qu'il y a des situations où on peut avoir, par exemple, dans le SOPK, on va le voir, des AMH très élevés, alors que pourtant, on sait qu'elles ont un stock de follicules primordiales qui est strictement normal. Et à l'inverse, on va voir des patientes qui ont parfois des AMH qui sont très basses, alors que leur stock de follicules primordiales est quiescent et n'est pas forcément profondément altéré. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit réserve ovarienne, mais c'est pour moi vraiment un abus de langage. En fait, l'AMH, c'est surtout un reflet du stock, du nombre de follicules en croissance au sein de l'ovaire. Et en effet, dans le SOPK, je vous disais, il y a une dysfonction de la granulosa avec une AMH élevée alors que la réserve ovarienne est parfaitement normale. Et on peut être amené aussi à voir des patientes, quand on fait du suivi de la réserve ovarienne en cours de chimiothérapie, vous voyez ici, l'AMH, elle est normale avant la chimio. Pendant la chimio, elle baisse de façon très importante et elle remonte un peu à distance. Pourtant, quand on regarde ça pendant la chimio, qu'est-ce qu'on aurait tendance à se dire? Tiens, l'AMH est basse, il n'y a plus de réserve. S'il n'y a plus de réserve, il n'y a pas de raison que ça revienne en haut. Donc, c'est bien que ça a un effet plutôt de sidération sur les follicules en croissance, sans altérer profondément le pool de follicules primordiaux, ce qui permet à distance de la chimio de reprendre, finalement, vous voyez, une croissance folliculaire basale et donc une sécrétion d'AMH. On sait que ces taux d'AMH sont relativement stables d'un cycle à l'autre. Ils sont relativement stables au cours du cycle, hein, que vous fassiez le dosage en phase folliculaire précoce, tardive ou en phase lutéale, ce sera grosso modo le même taux. Ce qui va faire baisser définitivement les taux d'AMH, c'est le temps et certains traitements gonadotoxiques, notamment les agents alkylants, qui vont vraiment détruire le pool de follicules primordiaux et donc en proportionnalité le pool de follicules en croissance. Et puis, vous avez des situations un peu particulières où vous allez avoir des taux d'AMH qui vont être un peu faussement abaissés, notamment dans les situations de prise de traitement antigonadotrope au long cours, agonistes de la GnRH, pilule œstroprogestative, macroprogestatif, et également dans les situations d'obésité. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que l'AMH, le problème, c'est que c'est un dosage qui, alors aujourd'hui, n'est toujours pas complètement remboursé. Et surtout, pendant très longtemps, les dosages qui étaient proposés, vous voyez ici, c'était des dosages qui étaient manuels. Qui dit manuel dit part humaine dans la technique. Ça veut dire des variabilités intertechniciens qui étaient extrêmement importantes. Et nous, par exemple, on avait une technicienne au labo qui s'occupait toujours de faire nos dosages d'AMH depuis des années, donc on avait des taux qui étaient hyper reproductibles, et le jour où elle est partie en retraite, ça a été la cata, on a eu une discordance très forte. Et donc aujourd'hui, ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, et normalement tous les laboratoires sont en train de s'y mettre, c'est d'utiliser des dosages qui sont 100% automatisés et qui permettent du coup, en effet, d'avoir une très bonne reproductibilité interdosage et entre guillemets, opérateur. Alors, l'échographie pelvienne, donc, c'est une échographie qui est réalisée idéalement sur le même cycle que les dosages hormonaux. D'accord. Donc, c'est une écho qui va permettre d'évaluer la richesse folliculaire. Est-ce qu'on a des ovaires riches, un OPK échographique? Est-ce qu'il y a très peu de follicules sur les ovaires? Et surtout, ce que vous avez vu, c'est que finalement, selon les échographes qui vont être utilisés, on ne va absolument pas avoir la même performance. C'est ce qu'avait dit M. Dewey hier, c'est-à-dire que quand vous avez en effet quelqu'un
qui va utiliser un très vieil appareil d'écho avec des sondes endovaginales à basse fréquence. On va avoir une sensibilité de la sonde qui n'est pas bonne et donc on ne va pas réussir à voir beaucoup les follicules. Donc c'est là on va avoir des seuils de follicules, par exemple pour les ovaires riches à 12. En revanche, quand on utilise des Voluson de dernière génération, on va voir énormément de follicules, plein de petits follicules, et donc on va avoir des seuils un petit peu différents. Alors cette échographie pelvienne, quand on l'a fait, vous voyez par exemple ici, pardon, excusez-moi, quand vous voyez ici au niveau de l'échographie pelvienne, là par exemple, vous avez une patiente qui va arriver avec un dosage où vous avez un oestradiol élevé, une FSH basse, une LH basse. Vous vous dites, tiens, c'est quand même bizarre. Quand les gonadotrophines sont abaissées, on devrait avoir un oestradiol bas, et là, il est élevé. Et donc, typiquement, quand vous avez ça, vous vous dites, mais c'est quoi ce bilan? Si vous avez fait l'écho en même temps, vous voyez ici un kyste folliculaire, et on sait que ces kystes folliculaires sont des kystes œstrogéno-sécrétants qui exercent un rétrocontrôle négatif sur l'axe gonadotrope. Donc, ça vous permet d'interpréter des choses un peu bizarres sur votre bilan. Et là, pareil, vous pouvez avoir parfois des patientes qui ont des kystes lutéiniques, donc des kystes du corps jaune. Donc, le corps jaune, elles ont été faussement réglées. Le corps jaune est encore un petit peu présent puisqu'il est kystique. Il sécrète encore un petit peu ces stéroïdes. Et là, vous allez avoir des patientes qui ont des LH basses avec des œstradiols élevés, des androgènes augmentés souvent. Et vous avez souvent une 17-hydroxyprogestérone élevée. Or, une 17-hydroxyprogestérone élevée, 17-hydroxyprogestérone, c'est un des précurseurs de la progestérone. En phase lutéale, c'est normal quand il y a un corps jaune. Donc, en effet, votre écho, elle vous permet de vous dire, ah bah tiens, ma 17-OHP, elle est élevée, mais c'est normal, il y avait un kyste lutéinique, il va falloir que je la recontrôle sur un autre cycle en phase folliculaire précoce. Pareil, quand vous avez une patiente, vous voyez ici, par exemple, une femme de 36 ans qui vient pour un bilan avant une ICSI, vous faites un bilan de réserve ovarienne, elle a des cycles de 27 jours, une progestéronémie à J21 qui était limite, et à J3, vous voyez un oestradiol à 198, une FSH à 2,8. Il y a deux hypothèses possibles. Soit elle a un kyste ovarien qui sécrète des oestrogènes et qui freine l'axe gonadotrope, soit c'est un recrutement folliculaire précoce, signe d'un vieillissement ovarien. Vous savez, c'est le raccourcissement de la phase folliculaire précoce dans le vieillissement ovarien. C'est la première phase de la périménopause, c'est-à-dire que le début de la phase folliculaire commence au milieu de la phase lutéale du cycle précédent. Et bien, quand il y a ça, la seule façon de trancher, c'est de faire une écho. Si à l'écho, vous avez une image qui fait plus de 3 cm, c'est le kyste fonctionnel, ce n'est pas forcément une anomalie de la réserve ovarienne. Si par contre, vous voyez un follicule à 16-17 mm, un follicule dominant prêt à ovuler, c'est que ça y est, cette patiente, malheureusement, est en vieillissement ovarien précoce. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Androgen Access Society avait rediscuté un petit peu en 2014, vous voyez, de ces problématiques de seuil du nombre de follicules pour parler d'ovaires polykystiques échographiques. Et en effet, aujourd'hui, c'est ce qui a été mis en exergue dans la conférence de consensus de l'Échereux, quand on utilise des sondes endovaginales dont la fréquence est supérieure à 8 MHz, il faut se dire qu'il faut compter au moins 20 follicules par ovaire, hein, d'accord? Donc ça veut dire un CFA 40 au moins, pour parler d'un ovaire polykystique multifolliculaire. Et il faut toujours aussi regarder le volume, hein, un volume augmenté chez des patientes qui n'ont pas de kyste, pas de follicule dominant, pas de kyste du corps jaune, eh bien, pareil, c'est un équivalent de l'excès folliculaire. Tout ce qui était répartition périphérique des follicules, densité du stroma, hypervascularisation du stroma, ce sont des critères qu'on a tous entendus ou vus à une époque dans des bouquins de gynéco. En tout cas, ils ont été complètement exclus et ce sont ce qu'on appelle des critères échographiques has-been d'OPK échographique. Alors, dans le piège quand vous faites une échographie chez une dame qui a un trouble du cycle, vous allez parfois observer en effet des ovaires multifolliculaires. Tout comme parfois on en découvre aussi chez des femmes qui n'ont ni trouble du cycle, ni hyperandrogénie clinique, ni hyperandrogénie biologique. Et il avait été montré par Johnston que 15 à 20% des femmes dans la population générale qui n'ont aucun problème ovarien ou surrénalien ou quoi que ce soit vont avoir des ovaires riches en follicules avec au moins 20 follicules par ovaire. Ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle les OPK échographiques asymptomatiques, complètement isolés,
Et donc, ça veut dire qu'en effet, ils peuvent être un piège diagnostique. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir en effet des situations où vous allez avoir une femme qui a par exemple une hyperprolactinémie. Cette hyperprolactinémie, elle va induire un trouble du cycle. Et la femme, elle peut avoir aussi, à la base, des ovaires riches. Donc vous faites une écho, vous dites « Ah, il y a plus de 20 follicules, vous avez un trouble du cycle, c'est un SOPK, madame. » Alors que si vous n'avez pas fait le dosage de la prole, vous passez à côté du diagnostic. Et c'est valable pour toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie. Et donc, en effet, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les différents articles qu'on avait écrits là-dessus. Donc, quand on a un OPK échographique dans un bilan de trouble du cycle, soit c'est chez une patiente qui, normalement, n'aurait pas dû avoir trouble du cycle, et donc, il faut rechercher une autre étiologie que le SOPK, soit elle avait déjà un SOPK qui peut être isolé ou associé à une autre cause aussi de trouble de l'ovulation. D'où l'importance, toujours, ce que je vous disais, de faire le bilan complet. Alors en effet, ce que je vous disais tout à l'heure, une dame qui a une hyperprolactinémie, elle va avoir des cycles irréguliers, voire une aménorrhée. Elle peut avoir une hyperandrogénie légère. Pourquoi? Parce que la prolactine est capable de stimuler au niveau de la zone réticulée la production d'androgènes surrénaliens. Donc on peut avoir des androgènes surrénaliens un petit peu confortables et donc une acné, un petit hirsutisme chez certaines patientes. Et puis on peut avoir quand même des ovaires multifolliculaires parce que 20 à 30%, 20% des femmes ont des OPK échographiques isolés. Et donc, là encore, si on ne fait pas le bilan hormonal, on va passer à côté du vrai diagnostic. On va dire elle a un SOPK, alors qu'en réalité, c'est une hyperprolactinémie avec des ovaires riches. C'est la même chose chez les patientes qui ont une anovulation d'origine centrale fonctionnelle par déficit énergétique. Donc, chez ces patientes-là, on avait fait une analyse par cluster en utilisant l'AMH comme marqueur de la multifollicularité. Et vous voyez en effet qu'on retrouve chez les patientes qui ont des anovulations hypothalamiques fonctionnelles, des femmes qui ont des AMH élevés, voire même très élevés, alors qu'elles n'ont pas de SOPK stricto sensu, puisqu'elles ont un déficit gonadotrope avec une LH basse, un testoprogestatif négatif et un déficit énergétique par restriction alimentaire. Donc en fait, l'OPK échographique, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt ou le train qui peut en cacher un autre, d'où l'importance vraiment de faire toujours le bilan complet. L'IRM hypophysaire, donc ça, c'est un examen qu'il ne faut faire que dans les situations particulières dans les bilans de troubles du cycle. C'est l'hyperprolactinémie confirmée et la suspicion d'une cause centrale. Donc, c'est chez des patientes qui ont des LH ABC, même avec une prolactine normale. Systématiquement, on va faire l'IRM hypothalamo-hypophysaire. Alors, vous avez parfois des patientes qui vont vous dire j'ai perdu 10 kilos, je fais beaucoup de sport, je fais attention, qui ont vraiment tous les stigmates d'hypométabolisme et qui ont une anovulation hypothalamique fonctionnelle. Mais comme disait un de mes patrons en médecine, on peut avoir la peste et le choléra. Et l'anovulation hypothalamique fonctionnelle, comme son nom l'indique, c'est fonctionnel. Et donc, elles peuvent tout à fait avoir une tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire associée. Et donc, il faut systématiquement, en effet, avant de dire que c'est une anovulation hypothalamique fonctionnelle, avoir vérifié l'absence de pathologie organique. Donc, dans les situations, en effet, où on a une LH ABC, même avec une prolactine normale, il faudra demander cet examen pour éliminer les causes organiques. Donc, en effet, en conclusion, il va falloir une démarche très rigoureuse pour savoir quelle est la cause du trouble du cycle et ou de l'hyperandrogénie associée. Cette exploration, elle se fait de façon souvent concomitante. Un des messages clés, je dirais, de cet atelier, ce serait de ne pas oublier le dosage de la 17-hydroxyprogestérone pour vraiment ne pas passer à côté des blocs en 21-hydroxylase de forme non tardive. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans le service du professeur de Wei, mon internat, dans l'unité de gynécologie endocrinienne, une des premières patientes que j'avais vues avec lui en consultation, c'est une femme qui, en fait, avait arrêté sa pilule, avait toujours eu un problème d'acné, petite pilosité, voilà, on lui avait dit que c'était normal. Elle avait pris la pilule pendant longtemps. Elle a arrêté la pilule et puis elle avait des cycles très irréguliers. Elle a vu un gynéco en ville qui lui a fait une écho, qui a vu des ovaires riches en follicules et qui lui a dit bah, la pilosité, trouble du cycle, ovaires riches en follicules, pas de dosage hormonaux, c'est un SOPK, je vous mets sous clomide. Et donc elle a pris son clomide et puis elle tombe enceinte 3-4 mois après. Et en fait, malheureusement, elle a eu une petite fille qui avait une ambiguïté sexuelle à la naissance, un syndrome de perte de sel, qui avait une forme classique
de bloc en 21 hydroxylase parce que cette patiente qui a été stimulée par du clomide, elle n'avait pas de SOPK stricto sensu, elle avait une forme non classique de bloc en 21 hydroxylase. Elle a été hétérozygote composite, c'est-à-dire qu'elle avait une mutation sévère et une mutation non sévère, et son conjoint, comme une personne sur 30 dans la population générale, avait à la fois une forme lui était hétérozygote pour une mutation sévère. Et donc, ils avaient une chance sur 4 d'avoir un enfant avec une forme classique. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et si elle avait eu son bilan hormonal complet, on aurait fait le diagnostic et on ne serait pas passé à côté de cette maladie surrénalienne dont les conséquences peuvent être absolument dramatiques pour la descendance, notamment compte tenu de la fréquence des hétérozygotes. Voilà, donc ça, c'est notre petit bilan, hein, vous le verrez sur la diapo. Dans ce bilan, je rajouterai un petit message. C'est dès qu'une patiente, bien sûr, et ça, on en a parlé hier, donc je n'ai pas voulu être trop redondant, a une obésité, il faut systématiquement faire un bilan métabolique. Le bilan métabolique, c'est quoi? C'est les explorations des anomalies lipidiques, une HPO à 75 grammes de glucose, la mesure du tour de taille, la prise de la tension artérielle. Et ça, c'est tous les paramètres qui vont permettre d'évaluer, de rechercher une insulinorésistance, parfois déjà une intolérance aux hydrates de carbone. Et on sait aussi qu'il existe un lien très fort entre l'insulinorésistance notamment et le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, je vais regarder l'horaire, quelques cas cliniques. Et ce qui serait super, c'est que vous puissiez répondre sur le QR à la question. Alors, le premier cas clinique, c'est une femme de 20... Donc, c'est que des cas cliniques réels, de patientes que j'ai eues en consultation. Donc, c'est une patiente de 29 ans qui est orthoptiste, qui n'a pas d'antécédents personnels significatifs, qui, pour ses antécédents gynéco, on retrouve une ménarche à 14 ans. Elle a eu une oligospagnoménorrhée primaire, c'est-à-dire que d'emblée, elle a eu des troubles du cycle et elle a déjà eu des tests du faston qui étaient positifs. Elle a un IMC à 19,5 kg par mètre carré, un poids qui est stable. Son examen clinique, il n'y a pas de galactorée provoquée. On a eu une acné du visage et du décolleté et du bas du dos. Elle a un hirsutisme avec un score de Ferryman et Gallwey modifié à 12. Et le bilan hormonal qu'elle me montre en consultation retrouve un œstradiol à 65, une FSH à 7,6, une LH à 11,6, une AMH à 118 picomoles par litre, donc en nanogramme, il faut diviser par 7. Donc ça fait une AMH plutôt très élevée, une prolactine à 11, une testostérone à 0,89 et une delta 4 androstendione à 3,1. Donc le seuil pour la testostérone à l'époque de testostérone totale, c'était 0,5 dans notre laboratoire et le seuil de delta 4 était à 2,2. L'échographie pelvienne retrouve 80 follicules à droite, 75 follicules à gauche, avec des index des artères utérines qui étaient normaux. Alors, quel est votre diagnostic? Donc, est-ce que vous pouvez faire le diagnostic d'anovulation hypothalamique fonctionnelle, de syndrome de Kallmann de Morsier, de syndrome des ovaires polykystiques, d'hyperprolactinémie, ou pour vous, le bilan n'est pas complet, vous ne pouvez pas faire le diagnostic? Je vous laisse regarder et je vous laisse me répondre du coup sur le QR. Alors, le seuil pour le stradiol qui m'a été demandé, en général, on est autour de... c'est inférieur à 70 en général en début de cycle. Alors, j'attends quelques réponses. Pour l'instant, j'en ai eu que 2. J'ai eu que 3. N'hésitez pas à vous lancer, hein, ça reste anonyme. Enfin non, on voit quand même les noms, mais bon. Alors, il y a eu des réponses très intéressantes. Une personne m'a dit qu'on peut parler de SOPK. Alors, la réponse est non. Pourquoi? Parce que le SOPK est un diagnostic d'élimination. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas éliminé? Eh bien, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le bloc en 21 hydroxylase. Et comment, la forme non classique, et comment on va l'éliminer? Eh bien, on va faire un dosage, comme l'a dit quelqu'un là sur le QR, sur le chat, un dosage de 17 hydroxyprogestérone.
Alors, le dosage de la 17-hydroxyprogestérone montre un taux à 1,1 nanogramme par ml. Quel est votre diagnostic? Alors, je vous remets. Donc, allez-y, n'hésitez pas à répondre. Alors, quelqu'un me dit testosinactène. Alors, le testosinactène, on le fait quand on est entre 2 et 10. Là, on est à 1,1. Donc, la réponse, c'était le syndrome des ovaires polykystiques. Là, vous aviez vraiment fait le bilan, vous aviez l'ALH, vous aviez un certain nombre de facteurs, donc tout était bon. Alors, si la prolactinémie avait été retrouvée à 40 nanogrammes par ml sur le premier bilan, quel aurait été votre diagnostic? Est-ce qu'on aurait pu parler d'une anovulation hypothalamique fonctionnelle, d'un calmant de Morsier, d'un SOPK, d'une hyperprolactinémie? Ou au contraire, il manque encore des éléments pour conclure? Alors, dans le QR, donc il y a 2 personnes qui ont répondu, n'hésitez pas à répondre. Alors, la réponse, c'est il manque un dosage. On a en effet une élévation de la prolactine qui est modérée, donc il faut la recontrôler. Alors, un nouveau cas. Alors, je vois qu'il y a peut-être. Je ne sais pas si. Il y a Pascal Alibert et Sophia Bouden qui sont connectés. Est-ce que c'est pour poser des questions? Alors, moi, je n'ai pas la main pour vous. Oui, c'est pour poser des questions. Pascal Alors, et Sophia veulent, mais je ne sais pas s'ils arrivent à allumer leur micro. j'ai pas l'impression. Pascal et Sophia, vous pouvez allumer votre micro. C'est Pascal. Non, non, c'était parce que j'arrive pas à répondre aux questions. Enfin, je sais pas comment faire. Donc, Ah, j'ai dû appuyer sur quelque chose qu'il fallait, où il fallait, enfin, c'était pas le bon. d'accord. En Mais fait, j'arrive pas. normalement, je pense que vous devez avoir apparaître un truc qui s'appelle QR. Oui, mais quand j'appuie là-dessus, il y a rien. Enfin, Ah, mince. je peux pas. Mais c'est pas grave. Hein, D'accord, donc voilà, c'est pas grave. ça Merci. marche. De rien. Alors, le cas clinique numéro 2, c'est une femme de 26 ans qui consulte pour une aménorrhée post-pilule, une arrêt de la contraception il y a 9 mois, un désir de grossesse, la ménarche à 12 ans avec une oligospagnoménorrhée d'emblée. Elle a eu une acné et un hirsutisme modéré à l'adolescence et elle a eu à 19 ans pour tout ça la prescription d'une pilule œstroprogestative pour régulariser ses cycles et améliorer les symptômes d'hyperandrogénie. Son poids actuel est à 56 kg pour une taille d'1,70 m, ça fait un IMC à 19,5, donc ce qui est normal. Et son poids maximum, c'était il y a un an. Elle avait 69 kg et elle a perdu en fait 13 kg en un an pour faire un peu attention. Elle fait beaucoup de sport, vous allez voir. Elle fait 2 heures de step par semaine, 1 heure de marche, voire de course par jour. Il n'y a pas d'hirsutisme stricto sensu. Elle a un test au Dufaston qui est négatif, un bilan hormonal qui avait été fait en aménorrhée avec un dosage d'HCG négatif prescrit par sa gynéco de ville. Donc sur le bilan, vous voyez, on a un oestradiol à 20, ce qui est normal basse, une FSH normale, une LH à 1,1. Donc la seuil, en général, chez la femme, c'est entre 2 et 7 à peu près. Une AMH à 84 picomoles par litre, donc à plus de 10 nanogrammes par ml. Une testostérone à 0,2. Une
Donc, le seuil, je vous souvenez, c'est 0,5 dans ce labo-là. La delta 4 à 1,4, le seuil est à 2,2 normalement. La 17-hydroxyprogestérone à 0,8. Une SBP à 90. Donc là, la SBP dans ce labo, elle est normale entre 20 et 50. Donc, on a une SBP un peu augmentée. Une TSH normale et une T3 qui est un peu abaissée à 3 picomoles par litre. Une T3 litre basse, on en dira un petit mot tout à l'heure. Le bilan métabolique montre un cholestérol total donc à 1,1, un HDL plutôt confortable à 0,6 et une des triglycérides à 0,4. Et au niveau de l'écho, on a un utérus qui n'est pas très gros, mais qui est de dimension un tout petit peu hypotrophique, et on dénombre 21 microfollicules sur l'ovaire droit et 25 microfollicules sur l'ovaire gauche. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est une hyperprolactinémie? Est-ce que c'est une anovulation hypothalamique fonctionnelle? Est-ce que c'est un hypogonadisme hypogonadotrope congénital? Est-ce que c'est un SOPK? Ou est-ce qu'il manque un dosage? Je vous laisse regarder le bilan. Et j'attends du coup les réponses dans le QR. Alors, j'ai eu que 2 réponses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de se lancer? Un hypo-hypofonctionnel, très probablement aménorrhée hypothalamique. OK. Est-ce que vous avez l'impression qu'il manque un dosage? Eh bien oui. Il manque en effet un dosage, et ce dosage, c'est le dosage de la prolactine, qui n'avait pas été dosé sur le bilan. Donc en effet, on a une histoire d'une patiente qui a perdu du poids de façon importante, ce qui pourrait tout à fait expliquer en effet l'aménorrhée par perte de poids, donc une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. On a le testo du faston négatif, il y a le profil d'activité physique un peu importante, on a une LH qui est bien basse, on a en effet une SBP confortable, ce qui est le témoin souvent d'un hypoinsulinisme chez les patientes en restriction alimentaire, avec une T3 basse isolée. Souvent, c'est intéressant de doser la T3. La baisse de la conversion de la T4 en T3 est un des marqueurs de l'hypométabolisme. Donc, elle a un déficit énergétique avéré, cette patiente, et a priori, en effet, on peut penser que c'est une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Mais comme je vous l'ai dit, fonctionnelle, ça veut dire qu'il faut, là encore, c'est comme pour le SOPK, avoir éliminé toutes les autres causes de troubles du cycle, et notamment, dans les déficits gonadotropes, l'hyperprolactinémie. Le dosage manquant, donc la prolactinémie, est normale. Et donc, votre diagnostic, bon, là, on en a parlé, mais on va voir si vous avez bien tout compris. Est-ce que c'est une hyperprolactinémie, une anovulation hypothalamique fonctionnelle, un hypogonadisme hypogonadotrope congénital, un SOPK, ou aucun de ces diagnostics, il manque encore un examen? Donc, quelqu'un avait dit il manque la prole. Et là, j'ai 2 très bonnes réponses. En effet, c'est très probablement une anovulation hypothalamique fonctionnelle. Mais, si c'est fonctionnel, il faut avoir éliminé toutes les causes organiques hypothalamo-hypophysaires. Et donc, comment on peut faire ça? En faisant une IRM de la région hypophysaire. Et en effet, attendez. Voilà. L'IRM hypophysaire est normale. Quel va être donc votre diagnostic? Une hyperprolactinémie, une anovulation hypothalamique fonctionnelle, un hypo-hypocongénital, un SOPK, un déficit en 21-hydroxylase à révélation tardive. Eh bien, tout le monde a répondu quasiment la réponse B. En effet, c'est une anovulation hypothalamique fonctionnelle. Vous avez éliminé, donc vous avez un déficit gonadotrope.
Quand on a un déficit gonadotrope, on vérifie qu'ils soient bien normaux ou hyperprolactinémiques. Si la prolactine est élevée, on fait le bilan des hyperprols. Si la prolactine est normale, on fait l'IRM hypophysaire avant d'établir le diagnostic fonctionnel, même si votre patiente, elle a tous les traits de la patiente qui est en restriction alimentaire, qui fait beaucoup de sport, qui fait vachement attention à elle, qui a l'érythrocyanose des extrémités, tous les signes cliniques d'hypométabolisme. Même si vous avez ça, toujours avoir en tête ce que disait mon patron infectiologue, on peut avoir la peste et le choléra. Et bien là, pareil, on peut avoir une tumeur de la région sellaire et avoir en effet une restriction alimentaire. Et du coup, ce n'est pas du tout la même prise en charge derrière. Et voilà, on a fini l'atelier. Alors, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez d'autres questions spécifiques un petit peu sur les troubles, justement sur l'exploration des troubles du cycle? Je suis sur le chat, donc n'hésitez surtout pas. Ou alors, vous pouvez aussi lever la main si vous avez des questions spécifiques. Normalement, vous devez avoir un bouton qui vous permet de le faire. Et dans ces cas-là, les gens de chez ESCA peuvent vous donner la main pour poser des questions. Alors, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes. C'est sûr que normalement, j'avais prévu de le faire que sous forme de cas clinique. Mais vous voyez, l'interaction est difficile. Il y avait 2-3 personnes qui répondaient. Donc, du coup, c'est sûr que je pense là, il valait mieux faire un topo un petit peu plus descendant. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra refaire ce même atelier en ne faisant que des cas cliniques, ce qui est beaucoup plus amusant et interactif. Voilà, donc je reste encore connecté 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, quelqu'un me pose une question. On préfère la testostérone totale toujours? Oui. Alors, c'est ce que disait le professeur de Wai hier. La testostérone totale, aujourd'hui, c'est le moins mauvais marqueur de l'hyperandrogénie ovarienne. L'idéal, ce serait d'avoir des dosages directs de la testostérone biodisponible et libre, mais qui doivent être faits avec des techniques extrêmement sophistiquées, c'est-à-dire des techniques de chromatographie. Pourquoi? Aujourd'hui, il existe des dosages de testostérone libre et biodisponibles, mais en fait, ils ont été évalués et ils sont très peu performants il y a une très, très mauvaise reproductibilité interdosage et intradosage, et on a des difficultés à avoir des normes valables. Donc aujourd'hui, la testostérone totale, c'est le moins mauvais marqueur de l'hyperandrogénie ovarienne. Nous, par exemple, au CHU Lille, on est en train de développer et d'utiliser un nouveau dosage avec une chromatographie, un dosage de la testostérone libre directe, donc vraiment des dosages très pointus qui aujourd'hui ne se font que dans des services universitaires où il y a de la recherche, etc. Ça viendra, je pense, un jour en routine, mais en tout cas, pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de vous contenter de la testostérone totale et de ne surtout pas demander un dosage direct de la testo biodisponible ou de la testo libre. Alors, pour l'élimination du Cushing, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Cushing, ça reste un truc un peu à part, mais il faut y penser quand il y a d'autres signes associés. Une obésité qui s'installe rapidement, les vergetures larges et pourpres abdominales et parallèles qu'on peut observer, et aussi la présence d'une fragilité cutanéo-muqueuse, des saignements faciles, des bleus au moindre truc. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et dans les autres questions, quelle valeur a l'AMH? Alors, l'AMH, là, ce que je disais tout à l'heure, ça dépend énormément de la technique de dosage que vous allez utiliser. La technique de dosage, nous, avec le dosage automatisé, donc ce qui est maintenant recommandé, on considère qu'une AMH normale, c'est entre 10 et 30 picomoles par litre. Donc, pour ceux qui sont en nanogrammes par ml, il faut diviser par 7. Voilà. Donc, entre 10 et 30, c'est la réserve ovarienne normale et a priori pas de trouble de la folliculogénèse. Quand l'AMH est élevée supérieure à 30, c'est très évocateur d'une richesse folliculaire à l'écho et donc peut-être d'un SOPK s'il y a les autres critères de Rotterdam. Et une AMH abaissée, c'est une baisse de la réserve ovarienne, voire une insuffisance ovarienne prématurée dans les formes les plus sévères. Chez les jeunes filles avec écho normal,
qu'est-ce qu'on donne comme traitement? Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Donc, c'était Yasmina Baaz, comme traitement pour l'hyperandrogénie? Non, il n'y a pas de... Alors, quand est-ce qu'on pense à la big prolactine? Donc, la chromatographie de la prolactine. Donc là, c'est un examen pareil, très particulier. En fait, il faut le faire quand vous découvrez une prolactine élevée et qu'elle n'est absolument pas compatible avec le reste de votre bilan. Par exemple, vous avez une prolactine élevée et la patiente a une LH normale, voire élevée, elle a un SOPK, elle a des androgènes élevés. On n'est pas du tout sur un profil d'hypogonadisme hypogonadotrope lié à l'hyperprolactinémie. Donc là, vous vous dites, est-ce que cette élévation de la prolactine, elle est ou pas normale? Donc dans ces cas-là, vous avez l'IRM hypophysaire qui vous dit qu'il n'y a pas d'adénome, et c'est là que c'est intéressant de faire la chromatographie pour confirmer que c'est un artefact de dosage lié à la présence d'agrégats de prolactine qui vont se dissocier et qui sont biologiquement inactifs dans le sérum. Pour une patiente qui arrête un contraceptif, combien de cycles attend-on pour faire les dosages entre J2 et J5? Ça, c'est une excellente question. Il faut attendre au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Pourquoi? Parce que si vous faites les dosages aussi trop tôt, eh bien, vous allez avoir une espèce d'inertie, un peu de blocage, et les androgènes ovariens, notamment la testostérone ovarienne, eh bien, elle va mettre beaucoup plus de temps, entre guillemets, à être... à remonter. Donc, en général, il a été montré que quand on met un traitement antigonadotrope comme la pilule, il faut se donner au moins 3 mois pour retrouver l'hyperandrogénie ovarienne si jamais elle existe et elle est présente, liée par exemple à un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, la SHBG chez les patientes obèses. Donc ça, c'est pareil, c'est une excellente question. Nous, c'est en effet un dosage qu'on fait systématiquement parce que chez des patientes qui n'ont pas de dysthyroïdie, donc qui ont une TSH normale, ça veut dire qu'il n'y a pas de dysthyroïdie, eh bien la SHBG va être un très bon marqueur de la sécrétion indirecte d'insuline. Vous savez que le dosage d'insuline est un dosage qui est difficile à interpréter. Par contre, on sait que dans les situations d'hypoinsulinisme, comme l'insuline a tendance à inhiber la synthèse de SHBG, quand il y a un hypoinsulinisme chez les patientes qui sont en déficit énergétique, en hypométabolisme, eh bien on va avoir une SHBG très élevée. Et à l'inverse, chez les patientes qui sont en insulinorésistance et qui ont un hyperinsulinisme compensatoire, la SHBG va être très basse. Et donc, nous, on l'utilise comme un des marqueurs de l'hyperinsulinisme ou de l'hypoinsulinisme. Et ça, par contre, ça n'est possible que si votre patiente n'a pas de dysthyroïdie et que la TSH est normale. Pourquoi? Parce que les hypos et les hyperthyroïdies vont aussi perturber la sécrétion de la SHBG. Intérêt de la SHBG, c'est bon. Trouble du cycle avec bilan normal et écho normal. Alors ça peut tout à fait arriver. Donc, si vous avez un bilan avec une LH normale, une FSH normale, des androgènes normaux, que vous n'avez pas d'excès folliculaire au niveau des ovaires, ça veut dire qu'il n'y a pas de déficit gonadotrope, il n'y a pas d'insuffisance ovarienne. Donc, ce qui reste, c'est un trouble de la folliculogénèse qui s'appelle pas un SOPK, justement, puisqu'il n'y a pas d'excès folliculaire. Et donc, chez les patientes qui ont en effet ce profil, on appelle ça des anovulations eugonadotropes idiopathiques. C'est-à-dire, c'est les troubles de la folliculogénèse non SOPK. Quand diriger la patiente vers l'endocrino? Alors, pour moi, les situations qui relèvent de l'endocrinologue pur et dur, ça va être la découverte d'un macroprolactinome, d'un macroadénome à prolactine. Donc là, il faut l'avis d'un endocrinologue parce qu'il faut que le dossier soit discuté dans des RCP hypophyse avec des neurochirurgiens pour voir s'il y a nécessité de faire des traitements, notamment dans des très gros macroadénomes. Le microadénome, lui, il est sans risque a priori, et au départ, un gynécologue qui est habitué, un gynéco-endocrinologue, un gynécologue médical, peut tout à fait faire le suivi d'un microadénome s'il a été formé, s'il a l'habitude de bien faire le bilan hypophysaire complet, etc.
Autre situation, c'est la découverte d'un déficit en 21 hydroxylase. Donc là, c'est vrai que si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est bien d'adresser un endocrinologue qui fera faire le scanner ou l'IRM des surrénales, qui discutera d'une éventuelle corticothérapie freinatrice. Et ça, c'est vrai que ça relève plus de l'endocrino. Et dans les autres pathologies, sinon, c'est ce que je vous disais, les hyperandrogénies avec signes de virilisation, où là, on a la clitoromégalie, les golfes frontaux, la micromastie. Donc là, on part sur des tumeurs ovariennes ou surrénaliennes. C'est des choses qui sont très complexes, très spécifiques. Il faut adresser aux endocrinologues référents. Comment peut-on avoir des cycles réguliers mais anovulatoires? Alors ça, c'est quelque chose qui paraît étonnant, mais c'est pourtant une réalité. Et en effet, on pense qu'il y a des femmes qui vont avoir, notamment dans le cas de troubles type SOPK, qui peuvent avoir des fluctuations d'œstrogènes au cours du mois qui vont être suffisantes pour induire une croissance de l'endomètre et la chute de l'œstradiol, parce que c'est une sécrétion qui se fait de façon un peu anormale, va provoquer une desquamation de l'endomètre. D'ailleurs, les patientes qui ont des fausses règles, elles ont des règles qui ne ressemblent pas à celles qu'elles ont sous pilule et qui ne ressemblent pas à celles qu'elles auraient si elles étaient réglées normalement. C'est vraiment de la desquamation, c'est un saignement qui est souvent un petit peu rose clair et qui est en général d'assez faible abondance. Alors, les traitements des anovulations eugonadotropes idiopathiques, quand il existe un désir de grossesse, eh bien, vous allez pouvoir faire la même chose que pour le SOPK, c'est-à-dire citrate de clomifène ou létrozole en première intention, gonadotrophine en deuxième intention, et si échec, fécondation in vitro. Par contre, il n'y a pas d'indication au drilling ovarien, puisqu'elles n'ont pas d'excès folliculaire stricto sensu.